Bonjour à tous, de retour de vacances. On va faire une conf call sur la problématique action. Parce que c'est un marché qui performe pas mal depuis le début de l'année. Et il nous a semblé intéressant parce que j'ai vu des papiers qui me semblent pertinents sur cette question. Et il m'a semblé intéressant de discuter de cette question à l'aune de ces papiers qui s'appliquent plus sur le marché américain, mais pas simplement. Donc on en rediscutera tout à l'heure. Voilà. Avant cela, il y a pas mal d'éléments de conjoncture, à la fois des données macro un peu standards et puis des interrogations sur ce qui se passe, par exemple en Australie, en Corée, où les banques centrales remontent leurs taux. On reviendra sur les propos de Schäuble sur l'union bancaire, c'est important, dans le cadre de la réduction d'incertitude qu'il peut y avoir ou qu'il doit y avoir sur la zone euro si l'union bancaire est reportée. On en discutera tout à l'heure, et puis on parlera de Slovénie aussi, où il y a eu un plan qui a été mis en œuvre par le gouvernement. On va essayer de comprendre, c'est très, très simple, mais les problématiques qui sont posées. Et puis voilà, on parlera aussi un peu de Bernanke, et puis de cette problématique action. Alors, n'hésitez pas à intervenir, à poser des questions, c'est l'objet aussi de cette conf call. Donc je vous fais confiance sur cette question. Alors, premier point, on a eu pas mal de données conjoncturelles. On va revenir sur celles qui ont été publiées depuis une dizaine de jours sur la Chine, parce que l'économie chinoise est un vecteur important une source d'impulsion majeure pour l'économie globale. Alors regardons ce qui s'est passé de manière très simple. Premier point, si on prend, j'ai pris l'ordre chronologique, si on prend l'évolution du commerce extérieur chinois, vous voyez que le chiffre négatif de mars n'a pas été durable. On l'avait évoqué ici en disant que, en sortant de 2 mois un peu incertains, au mois de mars, les importations avaient progressé et ça avait eu cet impact sur le solde. Au mois d'avril, qui est le dernier bâtonnet, eh bien la situation habituelle reprend ses droits. Les importations ont progressé plus lentement et la dynamique des exports est repartie à la hausse. Donc voilà, vous avez cette logique-là. Le solde cumulé sur 12 mois reste aux alentours de 280 milliards. Donc là-dessus, il n'y a pas beaucoup d'incertitudes. Si on regarde en évolution des exports et des imports, on reste sur une dynamique qui est assez modérée. Alors ici, je prends des variations sur 3 mois, enfin en moyenne sur 3 mois, variation annuelle en moyenne sur 3 mois. Ça donne une image un petit peu moins volatile et un peu plus pertinente, me semble-t-il, de la dynamique globale. Et on constate effectivement que on observe que la dynamique reste modeste sur l'évolution des indicateurs chinois, notamment sur les importations. On le voit, on est sur un rythme proche de 5% depuis un bon moment. 5% de croissance, c'est pas très élevé. Et j'aurais dû le mettre, j'ai pas pensé, on peut associer à cela, sur la même période, une inflexion assez nette dans les importations de pétrole chinois, et on ne peut pas exclure que cette dynamique plus limitée de la demande interne chinoise, reflétée ici par une demande d'importation assez réduite, eh bien cette demande interne plus limitée et l'impact que ça a sur le pétrole, on ne peut pas, sur la demande de pétrole, on ne peut pas exclure que ce soit une des raisons pour lesquelles le prix du pétrole reste modeste. On n'accélère pas du tout, et on le verra tout à l'heure sur les problématiques d'inflation. On est aujourd'hui sur des prix du pétrole qui sont en dessous de ce qu'on observait il y a un an. On ne peut pas exclure que ce qui se passe en Chine et la demande chinoise y soit étrangère. Mais on constate aussi que
l'évolution des exportations s'infléchit, et là, très clairement, c'est l'impact que j'avais déjà évoqué du retour ou du retournement de la dynamique asiatique. En d'autres termes, comme on l'avait parfois indiqué ici, quand on regarde les indicateurs d'enquête du type PMI, on avait constaté que depuis l'automne, la dynamique chinoise s'était accélérée à travers ces enquêtes, qu'il y avait eu un effet de diffusion sur les autres pays asiatiques, et on observe cet effet de diffusion aussi sur les exportations, mais on constate aussi, et c'est ce que montre l'inflexion très marquée qu'on voit sur le dernier chiffre, on constate aussi que au mois d'avril, la contribution des exportations vers l'Asie à la progression annuelle des exportations chinoises ralentit de façon significative. C'est pas complètement neutre par rapport aux indications de conjoncture chinoise qu'on observe depuis 2 mois. Les indicateurs PMI ou autres indicateurs d'activité en Chine sont assez modérés. Donc il y a eu un effet rattrapage très marqué qu'on voit ici sur les exportations, mais cet effet de rattrapage est probablement achevé, et donc n'anticipons pas de réaccélération sur ces exportations, tant qu'on reste sur des dynamiques d'activité proches de celles qu'on a aujourd'hui. N'imaginons pas que les exportations chinoises vont repartir de l'avant de façon très rapide. On va plutôt se stabiliser, à mon sens, aux alentours de entre 10 et 12%. C'est plus modeste, mais ça reflètera davantage la situation observée en Asie. Donc voilà, ça c'était le premier élément sur le commerce extérieur. Deuxième élément sur l'inflation, il n'y a pas grand-chose à dire. On reste un peu au-dessus de 2, à 2,4%, on était à 2,1 au mois de mars. On voit que les effets sont essentiellement liés à la partie bleue, c'est-à-dire au prix des produits alimentaires, mais on constate quand même que les prix des biens industriels, autres qu'alimentaires, la partie bleu foncé, ralentit à nouveau, c'est-à-dire qu'il n'y a probablement pas, et c'est cohérent avec ce qu'on évoquait précédemment, il n'y a pas une demande très robuste qui crée des pressions sur les prix. D'ailleurs, on peut le voir quand on regarde à la fois cet indicateur sur l'investissement et surtout celui sur les ventes de détail. Ici, ce sont des ventes de détail en valeur, et on voit qu'on est désormais sur des rythmes modestes par rapport à ce qu'on avait connu. On est à 12,8% au mois d'avril. C'est modeste par rapport à tout ce qu'on avait connu depuis 2007. On était sur des rythmes supérieurs à 15%. Et il n'est pas donc surprenant que la tension sur les prix étant un peu plus faible parce que la demande est plus faible, eh bien qu'on ait cet élément ici d'inflexion. L'autre point qu'on peut souligner, c'est le ralentissement à nouveau de l'investissement qu'on constate ici. Les composantes sont un peu plus faibles sur l'immobilier, sur le secteur manufacturier, et donc là on ne retrouve pas, on n'a pas d'impulsion de dynamique sur l'activité, et ça c'est quand même malgré tout quelque chose de préoccupant. En d'autres termes, quand on regarde l'économie chinoise, on est sur un rythme cohérent avec une croissance probablement autour de 8%, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais pas davantage. Et c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Et de ce fait-là, l'effet d'entraînement sur l'Asie, on l'a évoqué, mais aussi sur le reste du monde, est très limité. C'est cet aspect-là qui est important. Et on perçoit bien que, malgré tout, même si la politique monétaire est plutôt accommodante, même s'il y a des soutiens de la part de l'État, notamment sur l'investissement d'infrastructures, eh bien, il n'y a pas d'accélération. L'économie chinoise n'arrive pas à accélérer de façon plus importante que ce qu'elle fait actuellement. Et donc, ça, c'est une préoccupation, quoi qu'il arrive, parce qu'il faut essayer de retrouver, de chercher les sources de dynamique globale, et pour l'instant, on ne les perçoit pas en provenance de Chine.
Autre élément, alors voilà, on a parlé de la Chine, parlons des États-Unis. On a eu peu d'éléments chiffrés la semaine dernière sur l'économie américaine. On a eu les ventes de détail hier. Alors deux indications sur ces ventes de détail. Vous avez ici l'évolution de la part des dépenses en essence dans les ventes de détail. Et vous voyez que le repli du prix du pétrole et du prix de l'essence, finalement, pour les Américains, a un impact fort dans la composition de leurs dépenses, hein, puisque on est à 10,5% pardon, de part de l'essence. Alors c'est plus que dans les années 90, certes, mais on est loin des plus hauts qui avaient été observés ces 2-3 dernières années. Hein. On était sur des rythmes plutôt aux alentours de 11%. On passe très largement en dessous. Et là, c'est un effet lié à la baisse du prix de l'essence. C'est un point qu'il faut souligner. Ça veut dire que quand on regarde le montant des revenus des ménages américains, ça veut dire que d'autres montants sont disponibles pour autre chose. Et c'est ce qu'ont fait les Américains. Vous avez ici la décomposition de la progression mensuelle des ventes hors auto et essence. Vous voyez que depuis le début de l'année, on a quelque chose d'assez robuste, un peu moins au mois de mars. Mais voilà, on a une dynamique qui ne ressemble pas à celle qu'on avait l'an dernier, par exemple. Donc on a une stabilité dans la progression qui est intéressante et qui fait que là on a un démarrage sur le deuxième trimestre qui est assez fort. Voilà. C'est un point toujours intéressant à souligner, même si on sait que l'évolution des ventes de détail ne suit pas parfaitement, loin de là, l'évolution de la consommation globale, mais c'est une indication, c'est un indicateur important pour appréhender ce que pourrait être la consommation au cours du deuxième trimestre. Mais là, on a un signal intéressant. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais évoquer sur les États-Unis. Pas grand-chose d'autre. Je voulais mettre un graphique sur l'Inde, je l'ai envoyé sur Twitter tout à l'heure, mais je ne l'ai pas mis, juste un point parce que vous savez que l'Inde est un pays que j'aime bien suivre et on observe que depuis plusieurs semaines, voire quelques mois, l'activité ralentit de façon significative. On a eu la production industrielle, ça fait plusieurs mois qu'elle oscille, quand on fait des lissages sur 3 mois, qu'elle oscille entre 0 et 5%, c'est peu, et le chiffre du mois de mars est à 1,76% de mémoire, donc on reste sur une dynamique d'activité très réduite, il n'y a pas d'impulsion, il n'y a pas d'accélération, et on a eu ce matin le chiffre d'inflation mesuré par les prix de gros, qui est tombé en dessous de 5%, 4,96% au mois d'avril, donc un niveau de prix qui est relativement bas, et donc on a une configuration en Inde de prix relativement bas et d'activités qui ne progressent pas, et c'est une configuration qui devrait laisser de la place à probablement une nouvelle baisse des taux de la part de la Banque centrale indienne. Donc ayons ça en tête, c'est quelque chose qui est important parce que globalement on est sur une dynamique limitée et donc comme on pourra l'évoquer tout à l'heure sur l'Australie, sur la Corée, on a une dynamique de perspective qui est assez réduite et qui incite les banques centrales et qui devrait inciter aussi en Inde les banques centrales à baisser leurs taux d'intérêt, même dans les pays émergents. C'est quelque chose d'intéressant à souligner. Donc voilà, alors si on passe à l'Europe, à la zone euro, j'ai mis ici l'évolution de l'enquête, hein, l'enquête PMI qu'on a eue la semaine dernière, donc un niveau qui reste extrêmement faible, même si c'est un peu supérieur au mois d'avril à ce qui était observé au mois de mars. Donc ça devrait se traduire à nouveau par, on démarre le deuxième trimestre sur un niveau quand même assez réduit, assez limité. Demain matin, on a le chiffre du PIB du premier trimestre 2013 pour la zone euro. On sera probablement légèrement négatif, mais la situation est un peu plus incertaine qu'on imaginait.
parce que les données de production industrielle sont sorties ce matin à 11 heures et montrent que l'activité industrielle au mois de mars s'est accélérée de façon significative, 1% de hausse par rapport à février, et surtout ça donne sur l'ensemble du trimestre une progression de 0,2% par rapport au trimestre précédent. Donc ayons bien ça en tête dans la perspective des chiffres qui seront annoncés demain. On n'a pas une dynamique très robuste, etc. Donc, mais les chiffres devraient être probablement légèrement négatifs, mais pas autant qu'on avait pu l'imaginer il y a quelques semaines. Donc voilà, c'est ce point que je voulais souligner. Vous avez ici les différentes composantes par pays de cette enquête. On retrouve l'indicateur violet qui est celui de la zone euro, mais on constate qu'un peu partout, ça reste quand même sur une dynamique très limitée, et le bon chiffre éventuellement du premier trimestre ne garantit pas derrière des signaux forcément très robustes. Donc attention aux emballements qu'il pourrait y avoir si éventuellement le chiffre était à 0, par exemple demain matin, voire même 0,1. C'est pas notre hypothèse, mais ayons bien, et on est dans l'épaisseur du trait, mais ayons ça à l'esprit. Autre point, autre chiffre sorti de cette semaine, l'évolution des ventes de détail, c'était l'année dernière, et donc vous avez sur le trimestre une progression limitée de ces ventes de détail, on est à 1%, ça ne corrige pas du tout le repli très massif de l'ordre de 6% qu'on avait eu au dernier trimestre 2012, mais c'est ce qu'on observe depuis fin 2010. On a systématiquement une contraction des ventes de détail, puis de temps en temps une respiration. Là, on l'a eu un peu plus forte que d'habitude, mais ça reste limité, et ça ne signifie pas systématiquement que, comme on le voit ici, que la progression des ventes de détail se traduira par une progression aussi significative de la consommation, puisque vous avez en rouge ici la contribution de la consommation à la progression trimestrielle du PIB, et donc on devrait avoir un chiffre moins négatif que le -1 ici en termes de contribution, mais ça reste fragile. Et quand on regarde le détail par pays, eh bien on a une situation qui s'améliore un petit peu en Finlande, en Belgique, en France, par rapport à la zone euro. La zone euro est ici en violet. Vous voyez qu'on a eu en fait un mois de janvier qui a été fort, mais février était en négatif, mars est en négatif, mais sur le trimestre, par rapport au trimestre précédent, le chiffre est en hausse. C'est un peu tordu comme dynamique, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Ce qu'on constate surtout sur le dernier mois, c'est que au Portugal, en Irlande et même en Allemagne, la dynamique s'est un peu interrompue, et notamment au Portugal et en Allemagne. Donc ayons ça en tête aujourd'hui. Mais globalement, ça traduit toujours une demande interne assez fragile. Ici, vous avez l'évolution de la production industrielle. On a eu tous les chiffres sur ces pays au cours de la semaine. Et vous voyez qu'on est toujours sur une dynamique fragile sur la France, un léger rebond sur l'Allemagne, 1,2% de hausse au mois de mars, 1% sur la zone euro. Alors, c'est moins marqué ici parce que je lisse les données pour les rendre un petit peu plus compréhensibles. Mais voilà, on reste sur... on a sur l'Allemagne et sur la zone euro une stabilisation de l'activité, pareil sur la Grande-Bretagne, mais une activité qui continue de se contracter en France, en Italie, et à un rythme moindre en Espagne. Donc on n'a pas encore inversé la tendance, et je rappelle juste que, pour bien fixer les idées, que ces indicateurs-là sont en basant au premier semestre 2008. Ça veut dire que l'Allemagne est toujours à 5% en dessous du niveau d'activité qui était le sien avant la crise. La zone euro est à 12%, la France à 15%, et l'Italie à pratiquement 25%, et pareil pour l'Espagne un petit peu plus, 23% pour l'Italie, 28% pour l'Espagne. Donc voilà, quand on parle de reprise,
mais il faudra que l'activité redémarre un petit peu plus que ce qu'on observe actuellement. On est plus dans une phase de stabilisation que dans une phase de reprise, même si on a le 1% que j'évoquais tout à l'heure. Sur l'Allemagne, on a eu l'indice ZOO ce matin, qui ne nous dit pas grand-chose. Vous voyez qu'on avait eu une inflexion en mars par rapport à février, hein, c'est ce qu'on observe ici, et le chiffre d'avril, et le chiffre pas d'avril par rapport à mars, et le chiffre de mai est stable par rapport à celui qui était observé en avril. Alors, il n'y a pas de changement, ça ne donne pas de signal, si ce n'est que le ralentissement ne s'accentue pas du côté de l'Allemagne, l'essoufflement ne s'accentue pas. Et puis vous avez toujours cette cohérence importante entre l'évolution de la composante anticipation du ZOO, ici en violet, et l'évolution du DAX en variation sur 6 mois. Je crois qu'il faut toujours l'avoir en tête, pour une raison simple, c'est que les analystes financiers qui fabriquent le ZOO et qui sont interrogés pour le ZOO sont aussi des gens qui sont très sensibles au marché boursier, et donc la composante anticipation a toujours une coloration assez proche de celle de l'indice boursier, et on le voit ici de manière très, très cohérente. Ça traduit le même type d'anticipation. Sur l'Allemagne, encore une fois, on a eu l'évolution des commandes. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez qu'on a les commandes globales qui sont en violet ici, qui sont à peu près stables quand on lisse un peu les données, un peu meilleures quand on prend la donnée du mois de mars toute seule. Hein, c'est la courbe violet plus claire que j'ai représentée ici. Pareil sur la composante commande étrangère. On a les mêmes choses sur les biens d'équipement, hein, qui est l'indicateur le plus important, la contribution la plus importante dans l'évolution des commandes allemandes, mais on a une stabilisation ici sur la courbe rouge épaisse, même si la courbe rouge plus fine et plus fade comme couleur est un peu plus élevée au mois de mars, mais en tendance on a cette situation. Ce qui nous intéresse, c'est la courbe qui est en bleu ici, qui se stabilise, et la courbe en verte ici, qui reflète les commandes domestiques, qui s'améliore. En d'autres termes, on a une situation allemande qui donne des signaux un petit peu plus forts. La dynamique allemande est peut-être en train de se renforcer. On le voit dans la courbe verte un petit peu plus épaisse ici, qui est la moyenne sur 3 mois. On a quelque chose de plus robuste. Et là, il peut y avoir des effets d'entraînement progressif sur la zone euro. Zone euro qui reste encore modeste, hein, même si le chiffre du mois de mars est intéressant et assez fort, notamment sur les biens d'équipement. Juste un chiffre sur la Grèce ici, parce que il semblait intéressant. On a eu les chiffres la semaine dernière, on a vu tout un tas de commentaires, parce qu'il y a eu des rapports sur la Grèce qui disaient que la situation s'améliorait. Effectivement, elle va probablement se stabiliser à un niveau très faible, mais il me semblait intéressant d'avoir à l'esprit que l'ajustement qui avait eu lieu était extrêmement brutal, et on le voit ici sur ce graphique, avec sur la courbe représente sur l'échelle de gauche l'évolution de l'emploi en milliers, et sur la courbe de droite, sur l'échelle de droite en rouge, l'évolution en pourcentage de repli de l'emploi par rapport au point haut d'octobre 2008. On est à 22%, 22,3% de repli par rapport à octobre 2008. C'est quelque chose d'extrêmement spectaculaire, et si l'économie se stabilise, ce qui serait bien, ce qui me paraît encore un petit peu prématuré certainement, mais on reste quand même sur des niveaux d'emploi qui seront très faibles, et le retour non pas au plein emploi, mais à quelque chose de plus raisonnable, sera très long à se dessiner. Donc on a vu des rapports plus optimistes sur la Grèce. Oui, l'activité va avoir tendance probablement à se stabiliser, mais à un niveau tellement bas que les Grecs spontanément ne percevront pas un avantage, un changement absolument radical. Si ce n'est que ils n'anticiperont plus de dégradation supplémentaire, c'est déjà pas mal, mais le revenu associé à cette baisse de l'emploi est tout à fait spectaculaire. Et puis dernier point,
un graphique que j'avais publié et que je vous avais envoyé, mais sur lequel il me semblait intéressant de revenir. C'est l'évolution de la production industrielle en France. On voyait tout à l'heure l'évolution sur 3 mois, mais il me semble intéressant de regarder sur une très longue période. Donc ici, j'ai démarré en 1960. J'ai lissé les données sur 3 mois là aussi pour que ce soit plus lisible. Et ce qui est intéressant, c'est d'observer que dans les crises précédentes, que ce soit, j'écarte mai 68 que j'ai indiqué ici parce que voilà, on peut s'interroger sur la façon dont, sur les raisons de ce mouvement ici, mais globalement, quand on regarde le premier choc pétrolier, au bout d'un peu plus d'un an, on avait retrouvé le niveau d'activité qui était observé avant la crise. Pareil pour la crise de 92, là c'est un petit peu plus d'un an, mais dans les deux cas, on avait retrouvé assez vite le niveau d'activité antérieur à la crise. Ce n'est pas le cas du tout ici. Hein, et c'est une vraie différence. Le niveau observé, j'évoquais tout à l'heure 15% de repli, on est dans ce 15% et on n'est jamais revenu au niveau antérieur. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter à cela? Eh bien, le fait que ce soit après le premier choc pétrolier ou que ce soit après la crise du SME, les ajustements budgétaires qui avaient été mis en place ne l'ont été qu'à partir du moment où le niveau d'activité était revenu au niveau antérieur à la crise. C'est-à-dire que voilà, l'activité avait repris de l'ampleur, avait repris du volume, et ce n'est qu'à ce moment-là que la politique budgétaire était devenue plus restrictive. Aujourd'hui, la politique budgétaire est devenue plus restrictive avant même, et loin de là, avant même qu'on soit revenu au niveau d'activité antérieur. Ça, c'est une vraie différence, mais qui explique bien, parce que ça a été quelque chose de commun à de nombreux pays de la zone euro, ça explique bien ce retournement qu'on voit en 2011 sur la production industrielle. Les Européens ont durci le ton très vite sur le plan de la politique économique, et ça a affecté très largement la production industrielle, et c'est ce qu'on voit ici sur ce graphique. Donc voilà, je voulais le signaler parce que on est dans une logique, et là aussi il va falloir beaucoup de temps pour revenir sur le niveau antérieur. C'est quelque chose de problématique parce que sur toute la période, l'investissement a été très médiocre, et donc l'effet rattrapage qu'on peut imaginer, hein, quand vous avez un outil de production qui continue de progresser en volume, eh bien vous avez derrière une dynamique d'activité qui prend de l'ampleur. Aujourd'hui, l'investissement productif a été très réduit depuis 2008, et donc et notamment sur l'investissement industriel, on n'a pas alimenté la dynamique d'activité, et ça c'est quelque chose auquel on doit être franchement attentif. Alors, deux, trois remarques, parce que c'est un aspect intéressant. Je parlais de l'investissement. Je trouve intéressant et plutôt positif la proposition qui a été faite par le gouvernement de vendre des actifs dans des entreprises détenues par le gouvernement, par l'État français, pour investir, pour créer une dynamique d'investissement un petit peu plus robuste. Alors, on pourrait dire oui, mais c'est encore l'État qui intervient, etc. C'est vrai, mais l'investissement aujourd'hui est à un niveau très médiocre en France et n'a pas cet effet d'entraînement qu'on peut espérer, dont on peut espérer qu'il est quand on est dans cette période de cycle. Le cycle est fortement conditionné par ce qui se passe sur l'investissement, et tant que l'investissement reste médiocre, on ne peut pas espérer une reprise durable de l'activité. Et donc, ce que souhaite faire le gouvernement dans ce cadre-là, c'est d'être l'impulsion pour cela, de changer un peu la donne. Alors, il y a plusieurs éléments intéressants. Le premier, c'est que ce que dit Jean-Marc Ayrault, c'est que pour le type d'investissement qui sera fait sera plutôt des investissements de réseau. Il y a une envie très marquée de faire de l'investissement de réseau. Alors ça a deux explications très simples. La première, c'est que
c'est quelque chose d'assez techno, donc ça a un effet qui tire l'activité vers la technologie vers le haut, ça c'est quelque chose d'important, et le gouvernement y est très sensible. Et puis le deuxième point, c'est que quand vous créez une dynamique de réseau, vous créez une dynamique locale, donc les entreprises locales seront affectées par ce mouvement, et ça c'est quelque chose d'important, parce qu'il faut que l'activité locale redémarre aussi sur la France, sur l'économie française. L'autre aspect qu'on peut souligner, c'est que il faut que les entreprises du secteur privé ensuite prennent le relais, et c'est ça le plus compliqué. Alors, quand vous faites un investissement dans du réseau, c'est un investissement à long terme, hein, c'est pas quelque chose qui se résout, qui se termine très vite. Donc ça peut avoir un effet progressivement d'impact, mais surtout il faut que les entreprises françaises aient la possibilité de voir un petit peu plus loin et de suivre ce mouvement. Et la réunion qu'il y a eu il y a une dizaine de jours entre François Hollande et les chefs d'entreprise est un premier jalon pour améliorer les choses. Il semblerait que effectivement le gouvernement ait pris en compte que effectivement la situation sur l'investissement était réellement dramatique et que les entreprises y avaient un rôle majeur à jouer. Et là, il me semble que dans la hiérarchie de la politique industrielle, la politique économique française, il y a un changement qui s'est opéré, probablement davantage sur l'entreprise et l'investissement que sur le consommateur et les dépenses de consommation. Donc là, il me semble une inflexion qui peut être faite. Alors il faudra la confirmer, mais si c'est effectivement le cas, c'est probablement ce qui est le plus positif, parce que l'investissement, comme je l'évoquais, est un facteur d'inflexion dans le profil du cycle. Ce n'est pas le cas de la consommation. La consommation a une allure trop lisse pour que ça change. Et les seuls facteurs, les seuls éléments qui pourraient modifier le profil du cycle via la consommation, c'est l'achat d'automobiles, c'est l'achat de biens durables, mais la France a déjà donné sur ce plan-là. On a eu plusieurs opérations, et donc faire l'hypothèse que les Français vont changer leur voiture s'il y a des incitations fortes me semble assez réduite, compte tenu du renouvellement du parc qu'il y a eu avec les opérations précédentes. Donc il faut mettre l'accent sur l'investissement, et mettre l'accent sur l'investissement, c'est dire aux entreprises, et c'est ça le challenge qui va être intéressant à observer en 2013, c'est dire, voilà, je crée un cadre global dans lequel vous devez vous sentir bien. Parce que si effectivement je veux que vous investissiez, il faut que aujourd'hui, quand vous regardez le marché français, vous dites, j'ai envie d'y être pour un horizon de 5-10 ans. C'est ça l'enjeu. Les entreprises, pour l'instant, n'ont pas cette perception, mais c'est ça qui va être l'enjeu dans les mois qui viennent. Quel va être le cadre, effectivement, mis en place pour inciter, pour être incitatif pour les entreprises. Là, il va y avoir du boulot, mais je pense que la hiérarchie de politique économique a été marquée, et on pourrait aller dans ce sens-là. Donc à voir, à suivre, bien entendu, parce que on évolue en fonction des informations qui sont évoquées, mais celle-ci me paraissait intéressante. Alors, 5 points qui me semblent importants dans la dynamique conjoncturelle, sur lesquels je n'ai pas mis de graphe. Baisse des taux en Australie et en Corée. Les deux doivent être liés. Ces deux pays sont dans la zone la plus dynamique de l'activité, et malgré cela, les banques centrales ont baissé leur taux d'intérêt de 25 points de base. Ça n'est pas dramatique, ça n'est pas excessif, mais ça traduit bien probablement une situation un peu plus fragile. Et là-dessus, la Banque d'Australie est intéressante, parce que au mois d'avril, le communiqué de presse était plutôt ça va bien, pas besoin de changer, etc. Au mois de mai, on sent une fragilité, on sent une dynamique un petit peu moins assurée qu'en avril. Donc on a probablement par ce biais-là le sentiment que la situation
a du mal à redémarrer, et on l'a vu, hein, on l'a évoqué dans les évolutions qu'on observait sur la Chine, les indicateurs PMI, les indicateurs d'enquête qui ne sont pas très robustes, tout ça fragilise l'ensemble et a incité la Banque d'Australie et la Banque de Corée à baisser leur taux. Alors sur la Corée, ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement, depuis plusieurs mois, faisait pression sur le gouvernement, sur la Banque centrale pour qu'elle baisse ses taux d'intérêt. Elle ne l'avait pas fait jusqu'à présent. C'est aujourd'hui fait. La Banque centrale a cédé, probablement parce que l'environnement coréen est un peu moins robuste. Sur la Slovénie, le gouvernement a présenté un plan, on n'a pas encore le détail, mais pour essayer de stabiliser la situation slovène. Alors, est-ce que c'est la question qui est posée, c'est est-ce que c'est une situation à risque pour nous ou pas? Alors, la Slovénie a eu une progression d'activité assez forte dans la période avant de son adhésion à la zone euro et après, hein, c'était en 2016, une demande interne qui a été assez robuste et là une procédure, une dynamique assez banale, je dirais, d'endettement des ménages, d'endettement des entreprises, et le marché immobilier ça a changé de nature parce que, comme tout marché immobilier, à un moment donné, les prix sont élevés, les prix sont trop chers, et le marché se retourne de manière brutale. C'est ce qu'on a eu clairement en Slovénie. Du côté des entreprises, il y a eu beaucoup d'endettement, il y a eu de l'investissement, mais il y a eu une première fragilité au moment de la récession globale en 2008. Mais juste après, la situation s'était plutôt stabilisée, et depuis, elle s'est, avec l'inflexion conjoncturelle qu'on a depuis 2011, hein, qu'on a constaté de nombreuses fois, eh bien, la Slovénie s'est retrouvée coincée parce que ses principaux partenaires commerciaux ont vu leur activité ralentir de façon significative, et donc il n'y a plus de débouchés aussi marqués. Donc on a eu une conjonction très simple de débouchés plus limités, d'un marché immobilier qui s'est retourné, et d'agents économiques privés qui étaient très endettés. Et voilà, on a la recette habituelle d'une situation fragile. Alors, l'environnement était d'autant plus fragilisé en Slovénie que l'État est le principal actionnaire du système bancaire, et donc quand les banques sont en difficulté, eh bien l'État est derrière, et d'où les difficultés que l'État slovène a pu avoir pour se refinancer. Les taux d'intérêt slovènes sont montés assez fortement. On était loin des taux grecs, certes, hein, n'allons pas au-delà, mais plus élevés que l'Irlande ou que le Portugal ces derniers mois. Donc quelque chose d'un peu plus tendu, et qui laissait craindre, qui crée des inquiétudes, des incertitudes sur la situation. Alors, que faut-il avoir en tête sur l'économie slovène? Le premier point est que le système bancaire est loin d'avoir la taille qu'a pu avoir, par exemple, le système bancaire chypriote, hein, puisque à Chypre, on était entre 7 et 8 fois la taille du PIB, quand on regarde le total des bilans du système bancaire. En Slovénie, on est à moins de 2. Bruegel, qui est un think tank belge, est à un peu moins de 2. La Banque centrale slovène est à 80, je crois, à peu près. Donc il n'y a pas d'accélération, de taille excessive du système bancaire slovène. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les étrangers ont eu plutôt tendance à sortir, à réduire leur exposition à la dette slovène, parce que ça fait un moment qu'on évoque cette question, et donc le risque d'exposition des investisseurs non slovènes à la dette slovène, et c'est assez réduit. Et donc, comme le montant est assez limité, le risque de contagion est
très limité. Alors, le plan qui a été évoqué est un plan de recapitalisation du système bancaire, dont on n'a pas le détail, puisque ça va être présenté, je crois, cette semaine à Bruxelles, et un plan de stabilisation des finances publiques qui passera très certainement par une augmentation de la fiscalité. Mais voilà, pas d'effet de contagion très marqué de la Slovénie vers le reste de l'Europe, parce que le système bancaire est fragilisé par une problématique habituelle, mais qui n'avait pas eu la taille aussi spectaculaire que ce qu'on avait eu notamment à Chypre. Par ailleurs, quand on regarde le compte extérieur slovène, on s'aperçoit que le compte courant est redevenu positif, c'est-à-dire que la dynamique interne s'est suffisamment réduite déjà en Slovénie pour que il y a une sorte de coussin d'épargne, puisque le compte courant c'est l'épargne moins l'investissement, donc il y a eu un regain d'épargne ou une baisse de l'investissement qui permet de gérer de façon plus simple les questions de financement. Donc là-dessus, il y a beaucoup moins de risques qui sont perçus aujourd'hui. Sur Schäuble, vous savez que dans la dernière partie de la construction de la zone euro, c'est la mise en place de l'union bancaire, et Schäuble a réitéré dans un article du FT hier le fait qu'il ne souhaitait pas mettre en place l'union bancaire telle qu'elle. Il pense qu'il faut faire un processus en 2 étapes. Une première étape qui serait un processus où chaque superviseur national superviserait son secteur bancaire avec des liens beaucoup plus forts que ce qu'on avait auparavant entre les superviseurs nationaux, mais le superviseur unique, la Banque centrale européenne, n'interviendrait qu'après modification des traités. Donc ça reporterait assez loin dans le temps la problématique et la mise en place de l'union bancaire. Là, la Commission européenne n'est pas d'accord, elle considère que le superviseur unique peut fonctionner sans un changement des traités. Donc on est dans cette partie importante parce que eh bien, c'est pour l'instant l'élément manquant dans la construction institutionnelle européenne et qui crée toujours un peu d'incertitude. Si effectivement la dynamique européenne continue de fonctionner, si la dynamique institutionnelle européenne continue de se mettre en place, eh bien la zone euro pourra fonctionner correctement et ce risque-là, ce risque de détérioration de la zone euro disparaîtra. Si ce n'est pas le cas, s'il y a toujours une fragilité, eh bien ça peut créer de l'incertitude sur la zone euro et ça n'est pas souhaitable. Mais on comprend bien le propos de Schäuble, c'est que le système bancaire allemand est tellement à réformer qu'il veut prendre du temps et que l'union bancaire le prive un peu de ce temps-là. Dernier point alors on suivra ça bien entendu avec intérêt. Dernier point sur Bernanke qui a évoqué la possibilité de l'apparition de bulles financières. Alors c'est intéressant parce que c'est à relier avec l'évolution des politiques qui sont mises en place par les banques centrales. Et là, Bernanke l'évoque et de ce fait-là, ça réveille forcément les interrogations qu'il y a sur le moment où éventuellement la Banque centrale américaine arrêtera ses achats d'actifs financiers. Donc Bernanke n'en a pas dit beaucoup plus, mais ça a réveillé cette situation, ce qui fait que le Wall Street Journal a indiqué hier dans son numéro d'hier que il y avait un calendrier qui aurait été fixé par la Fed pour arrêter les achats d'actifs, mais sans aller beaucoup plus loin. Donc ayons bien ça en tête, les choses peuvent encore changer au sein de la zone euro, dans le comportement de la Fed. Alors abordons la thématique, on a un bon quart d'heure pour ça. La question qui est posée sur les marchés d'actions est de savoir, voilà, on regarde la conjoncture, ça n'a rien d'exceptionnel, et donc
qu'est-ce qui fait que les marchés boursiers ont une allure plutôt haussière, hein. Vous avez ici en rouge l'évolution du Nikkei, ou en bleu l'évolution du Standard & Poor's, et puis vous avez les indices européens, ici en vert pour le CAC et en violet pour l'Eurostoxx, qui sont plutôt sur une dynamique haussière. Et pour autant, l'Europe est en récession, etc. Alors, il y a la Fed de New York a fait un papier intéressant sur cette question. Alors, on écarte un petit peu ici la problématique japonaise, hein, puisque le démarrage du marché japonais est lié à l'élection de Abe, le nouveau Premier ministre, à la mise en place de sa stratégie de dépréciation compétitive du yen, même si ce terme-là ne convient pas. C'est ce qui a été évoqué ce week-end au G7. Mais voilà, alors écartons la problématique japonaise, mais les autres marchés ont plutôt tendance à progresser, hein. On voit bien ça sur le Standard & Poor's qui a retrouvé son niveau le plus élevé. Alors, comment appréhender le marché boursier aujourd'hui? J'ai repris une présentation qui avait été faite par un économiste de San Diego, l'université de San Diego, que je trouve intéressante, qui est de dire, ben voilà, si on prend sur le marché américain, on va se focaliser d'abord sur le marché américain. Si on regarde la problématique sur longue période, eh bien, la façon la plus honnête de regarder l'évolution du marché, c'est de regarder le price earning ratio, mais pas sur la forme habituelle, mais en prenant le prix, le Standard & Poor's, et en le divisant non pas par les résultats de l'année, mais par la moyenne des 10 dernières années sur les résultats. Et vous avez en bleu ici sur le graphe le résultat de cette mesure qui est faite sur le Standard & Poor's depuis 1880 jusqu'au début de l'année 2013. Et ce qu'on constate, c'est que ce PE est aujourd'hui supérieur à la moyenne. À la moyenne, c'est la courbe rouge ici. Donc on est sur des niveaux supérieurs. Et ce que dit Hamilton sur cette question, c'est que si on regarde cette évolution du PE et qu'on s'intéresse à une question toute simple que met Shiller dans son bouquin, hein, il évoque cette question de manière très simple. Si on achète ici, que se passe-t-il sur si on se projette 10 ans, voilà, si on achète au point bas ici, quelle va être la performance du marché dans les 10 ans qui viennent, et si on achète ici, quel sera le rendement associé. Alors, ce calcul a été fait, bien sûr, et on l'a ici sur le graphique, c'est la courbe en bleu, et on voit que effectivement, quand les PE sont élevés, eh bien les résultats sur les 10 années qui viennent sont inverses, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, quand on achète à la fin des années 90 ou au tout début des années 2000, le PE est à un niveau très élevé, aux alentours de 45, et la performance sur les 10 années qui ont suivi a été très faible. Donc c'est une performance, et on voit bien que quand le PE est plutôt élevé, ici ou là, eh bien dans les 10 années qui viennent, on a une performance quand le PE plutôt est faible, hein, ici, on a une performance qui est plutôt positive après. Donc voilà, c'est cette mesure-là qui est intéressante, et quand on regarde les derniers chiffres disponibles, eh bien on a quelque chose qui suggère que c'est probablement pas le moment d'acheter des actions parce que le prix est élevé, le prix relatif est élevé et par rapport à la moyenne historique. Et alors c'est là où l'étude de la Fed de New York intervient, parce que les types à New York se sont interrogés sur la prime de risque mesurée non pas uniquement sur le PE, mais en relatif par rapport au marché obligataire. Et vous avez ici une mesure de cette prime de risque, alors qui est faite à partir
de modèles qui ont été construits par tous les gens qui sont en dessous, là, dans les sources, et on observe que la prime de risque est à un niveau aujourd'hui extrêmement élevé. Et ce que disent les gens de la Fed de New York, c'est que alors il y a deux choses. La première, c'est que dans les épisodes passés, hein, quand on est sur des niveaux élevés de prime de risque, cet épisode-là et celui-là, eh bien très vite, quand on se projette vers l'avant, la prime de risque se réduit de façon significative. En d'autres termes, il y a des arbitrages qui s'opèrent entre marché obligataire et marché action, et donc la prime de risque perd en grande partie de son essence, parce que les ajustements, les arbitrages s'opèrent. Ce qu'ils constatent aujourd'hui dans les prévisions qui sont faites, dans les projections qui sont faites, c'est que la prime de risque ne se réduit pas dans le futur. Et c'est ça qui est intéressant, et ça traduit de manière très, très directe. Hein. On avait, quand on était sur des primes de risque élevées, on convergeait vers la moyenne. Hein. La moyenne est ici en noir. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et la raison principale, qui est évoquée par les auteurs de la Fed de New York, est de dire, globalement, on est sur une logique où les taux d'intérêt vont rester très bas pendant très longtemps. Et c'est ce phénomène, cette absence de return sur le marché obligataire qui pose un certain nombre de questions et qui donne une incitation forte au marché à aller sur le marché des actions. Et il faut un petit calcul en disant, ben voilà, ça c'est la prime de risque quand on se projette à un horizon de 5 ans, c'est la courbe qui est ici. Hein, quand on est aujourd'hui et qu'on se projette à 5 ans, quand on imagine l'évolution des taux, et qu'on regarde ce qu'ils sont aujourd'hui, on a cette prime ici, la moyenne est ici, et si on prend à cette stade du cycle l'évolution habituellement observée sur la structure des taux, eh bien c'est la courbe violette qui est ici. Donc on a vraiment une spécificité liée à la courbe des taux et aux attentes qu'il y a sur l'évolution de la courbe des taux dans les années qui viennent. Et alors comment réconcilier ces deux points de vue en disant, d'un côté on a un marché ici qui n'est pas très avantageux, et puis de l'autre, eh bien une situation qui est plutôt intéressante en termes de prime de risque. Et la problématique qui est simple est de se dire, quand on regarde le niveau des taux d'intérêt aujourd'hui aux États-Unis, si on regarde les taux d'intérêt hors inflation, les taux d'intérêt réels par les mesures des obligations indexées, on est à moins 0,6, moins 0,7 à peu près sur 10 ans. Ça veut dire que aujourd'hui, quand vous faites un investissement si vous comparez les actions et les obligations, en termes réels sur les obligations, vous faites un investissement qui vous rapportera moins 0,62, entre moins 0,60 et moins 0,70 sur les 10 années qui viennent, en fonction du moment où vous intervenez. Est-ce que vous êtes capable ou pas de trouver un investissement qui vous rapportera davantage? Et ce que disent les investisseurs aujourd'hui, c'est que probablement que le marché action aura la possibilité de rapporter davantage que ce moins 0,6, moins 0,7 qu'on observe aujourd'hui en termes réels sur le marché obligataire américain. C'est cet élément qu'il faut avoir en tête, c'est cette situation d'arbitrage plutôt favorable au marché des actifs risqués par rapport au marché des actifs moins risqués que sont les obligations. Et voilà, c'est l'explication majeure qui est donnée, c'est de dire, voilà, on cherche du rendement, et aujourd'hui, compte tenu des niveaux de rendement qui sont observés, on a une situation qui est plutôt favorable aux actions. Alors, on peut rajouter à cela le fait que le processus d'ajustement macroéconomique aux États-Unis continue à s'installer. En d'autres termes, on n'attend pas de rupture d'activité, on n'a pas une incertitude très forte sur l'activité dans les mois qui viennent.
En d'autres termes, l'ajustement progresse aux États-Unis pour retrouver peut-être 2017, si on suit le Congressional Budget Office, pour retrouver une allure normale de l'activité. Et mais sans qu'il y ait d'ici là de rupture majeure. Si on a ça en tête, si on a cette comparaison des rendements, et si on peut rajouter aussi aux États-Unis un autre phénomène très, très important qu'on a vu notamment en février. J'ai pas vu le chiffre de mars, mais celui de février. Mais je sais que ça a continué après. C'est le rachat d'actions par les entreprises. On a des mouvements qui sont extrêmement forts sur dans ce sens-là et qui créent une dynamique plus favorable au marché des actions. Donc voilà, on est dans cette logique. Est-ce qu'on peut l'appliquer à la zone euro? Oui, en partie. C'est-à-dire que la situation, l'arbitrage, la comparaison de rendement entre les obligations réelles et un cycle, enfin, quand on fait la comparaison avec le rendement des obligations indexées, on a une incitation effectivement à aller sur d'autres actifs qui seront plus rémunérateurs qu'une inflation, qu'un rendement très faible sur les obligations réelles, sur les taux réels. Ça, c'est le premier point. L'incertitude, quand j'évoquais aux États-Unis l'idée d'une convergence, d'une situation qui va progressivement s'améliorer et qui permet d'aller sur le marché des actions. Sur l'économie européenne, on n'est pas encore tout à fait convaincu de cette situation, de cet environnement, et on voit bien, le marché est moins performant que le marché américain. Il y a toujours cette incertitude, et c'est pour ça que j'évoquais les propos de Wolfgang Schäuble tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est dans une logique où il y a toujours un peu d'incertitude sur la zone euro, qui fait que la prise de risque est un petit peu moins forte, et le sentiment sur le marché des actions un petit peu moins robuste. Mais clairement, l'arbitrage avec les taux d'intérêt va rester très, très fort, puisque on doit imaginer que les taux de la zone euro ont resté très bas encore un bon moment, et donc c'est quelque chose qui sera plutôt favorable pour les actifs risqués. Alors, j'ai une question de Bernard. Il faut faire une étude sur les PER futurs que nous ne connaissons pas encore par définition. On peut faire une très bonne affaire en achetant avec des PER élevés si les résultats montent, si les entreprises semblent résolues à faire des économies. Ouais, mais le problème des PER futurs, c'est que les résultats futurs, on les connaît pas. Et là-dessus, il y a beaucoup d'erreurs. Il y a Emmanuel Bourdex qui développe ici chez NAM, qui développe tout un cadre en disant se baser sur les PER futurs, pas sur les résultats futurs, c'est prendre beaucoup de risques et probablement un risque excessif par rapport à ce qu'on connaît, aux éléments dont on peut avoir connaissance aujourd'hui. Et donc, il vaut mieux, dit-il, se baser sur des éléments, des informations dont on dispose aujourd'hui pour acheter, pour prendre des options, des orientations claires sur le marché des actions. Et c'est ça aujourd'hui le point sur lequel il faut être attentif, parce que les attentes de résultats sont généralement d'assez mauvais prédicteurs de ce qu'ils seront effectivement, et donc autant se baser, et c'est le cadre qui est fait ici dans cette analyse, se baser sur des éléments qui sont effectivement observés et voir comment les arbitrages peuvent être mis en place de ce point de vue-là. C'est ça qui est intéressant. Les problématiques futures, à combien seront, comme tu dis Bernard, les PER 2014-2015, je suis pas sûr que c'est beaucoup de sens aujourd'hui. Et parce qu'on a tendance à surestimer les résultats à venir, et donc moi ça me paraît pas toujours pertinent. Avez-vous d'autres questions? Il me semble que la problématique majeure, hein, et c'est ce que souhaitent les banques centrales, clairement, c'est de dire, voilà, on maintient des rendements très faibles,
à vous de prendre du risque maintenant. Et donc, à vous de prendre du risque, soit en investissant dans du réel, c'est-à-dire de l'investissement productif, soit en prenant du risque financier en investissant sur des actifs financiers. Et ce que montre le papier de la Fed de New York, c'est tout à fait ça. C'est de dire l'arbitrage aujourd'hui, si on fait l'hypothèse que effectivement les taux d'intérêt vont rester bas, l'arbitrage ne nous incite pas à aller directement sur les obliges. Il y a probablement d'autres arbitrages, d'autres investissements à faire qui seront plus rentables que des taux réels négatifs comme on les observe aux États-Unis. C'est cette dynamique-là qu'il faut avoir à l'esprit aujourd'hui. Voilà, avez-vous des questions? Il y a des questions, me dit Alison. Oui, mais j'ai déjà celle de Bernard en ligne, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Ben, je n'ai pas la lecture, j'ai pas le... Alors, Roger, le calcul est différent si on calcule la prime de risque avec les taux corporate à la place des taux gouvernementaux. Oui, mais la problématique là, en l'occurrence, c'est de comparer, de calculer une prime par rapport au taux sans risque ou celui qui est perçu sans risque. Et c'est le calcul qui est fait de longue date, et c'est en cela que la comparaison est pertinente. Sur les taux corporate, vous prenez le risque de mélanger, d'avoir des informations qui ne sont pas orthogonales. C'est-à-dire que quand vous pouvez, on voit bien dans toutes les procédures de valorisation qu'on peut voir sur les actions, sur les taux corporate, etc. Et il y a un certain nombre de modèles là-dessus qui sont mis en avant. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est pas ça. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des ensembles d'informations entre ce qui ressort des résultats des entreprises et de la comparaison, de l'actif de comparaison qui est ici le taux gouvernemental. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir une sorte d'orthogonalité dans l'information, de faire de telle sorte que les deux ne se chevauchent pas, et c'est ça qui rend l'analyse pertinente. Donc, utiliser les taux corporate ne me paraît pas pertinent pour ce type d'analyse. Pour plein d'autres choses, ça peut l'être, mais ici, ça ne me semble pas pertinent. D'autres questions? Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir à tous.